Bonjour, bienvenue dans la bibliothèque du CNAM qui continue à fonctionner pendant cette période et à prêter les ouvrages aux enseignants-chercheurs et aux élèves que j'invite à ne pas hésiter à utiliser tous nos services. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle fois au cœur du débat avec Béa Arabarena qui est maîtresse de conférences en information et communication, et chercheuse au DICEN et qui étudie notamment la gouvernance par la communication comportementale et par les nombres. Et donc la question que j'ai envie de lui poser ce matin, c'est comment faire pour faire participer la population en temps de crise et est-ce qu'il faut privilégier certaines méthodes de communication pour justement aboutir à cette participation de la population? Alors, parlons d'abord de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. La communication publique, elle s'est essentiellement basée sur la communication comportementale. Donc ce sont des méthodes de persuasion, plus connues sous le nom de nudging, qui ont été choisies pour inciter les citoyens à une participation active. Alors l'idée de ces méthodes, c'est d'agir sur les biais cognitifs des individus par l'aversion, la comparaison sociale, voire la peur, dans le but de leur faire adopter de nouveaux comportements. On l'a vu avec les masques et les attestations. Alors ces méthodes ne sont pas nouvelles, elles correspondent à une tendance générale qui a depuis une vingtaine d'années, qui vient du développement de la psychologie et de l'économie comportementale. Mais ces méthodes ont des limites, notamment en termes d'efficacité. Les recherches sur le sujet ont largement montré que si elles pouvaient avoir un intérêt ponctuel, elles étaient aussi limitées dans leur efficacité et surtout qu'elles ne pouvaient pas engendrer finalement un changement de comportement durable sans s'adosser à de véritables politiques d'éducation pour la santé. La deuxième limite, c'est au plan éthique. Ces méthodes sont quand même opaques pour le citoyen et donc elle pose donc la question du consentement par rapport aux citoyens et de facto, elle pose aussi la question du contrat social entre l'État et le citoyen. Donc pour développer une participation qui soit citoyenne, à mon sens, et les recherches en sciences humaines et sociales ont plutôt montré ça, il faut aller vers des méthodologies inspirées du pragmatisme, du constructivisme, qui sont plus respectueuses des valeurs démocratiques, parce qu'elles sont tournées vers des apprentissages durables, constitutifs de la puissance d'agir du citoyen. Donc voilà, ça c'est effectivement un premier levier qui a été activé. Il y en a un deuxième utilisé par les pouvoirs publics, mais aussi par les médias, qui ont beaucoup utilisé les nombres dans la communication autour de la pandémie. Est-ce que cet autre aspect de la communication, pour vous, est une bonne façon de faire ? Alors je répondrai en deux temps. Oui, ça peut être une bonne façon de faire à certaines conditions, puisque communiquer en s'appuyant sur des chiffres est quand même une opération délicate de manière générale, et on va dire encore plus en temps de crise. Dans le domaine des statistiques, des mathématiques, il y a certains écueils qui sont connus, qui ont été bien décrits dans la littérature scientifique, notamment à travers des travaux d'Alain Desrosières et d'Alain Supiot, en sociologie de la quantification, et qui nous renseignent en fait sur les usages et les mésusages du chiffre. Et je voudrais citer deux exemples, deux écueils qui sont connus. La qualification des nombres. En fait, à chaque fois qu'on fabrique du chiffre, il y a toujours préalablement une qualification par des conventions humaines. On se met d'accord sur ce qu'on compte. Et si on oublie ces conventions, le risque, c'est qu'il y ait des incompréhensions. Par exemple, on l'a vu au cours de la pandémie, la Santé publique France a changé à un moment donné dans son comptage du nombre de décès, incluant ou pas les décès qu'il y avait en EHPAD. Voilà. Donc, premier écueil. Deuxième écueil, la comparabilité. Mesurer, c'est comparer. Ça, c'est une règle essentielle quand on mesure. On mesure toujours par rapport à une valeur de référence. Et donc aussi, on a vu pendant la crise, il y avait Nadia Maizi, une mathématicienne du Centre mathématique appliquée des Mines, qui expliquait qu'on a finalement compté les choux et les carottes, notamment parce qu'on a changé régulièrement d'indicateur. On a passé du nombre de décès au nombre de contacts, ce qui peut apporter aussi beaucoup de confusion. Donc je dirais que la communication par les chiffres, c'est un mode de gouvernance qui introduit de l'objectivité, certes, mais aussi une rationalité instrumentale. Et du point de vue scientifique, on va dire qu'on sait aujourd'hui clairement que la production, la manipulation, l'interprétation des chiffres nécessite des connaissances et des méthodologies rigoureuses qui assurent la véracité des résultats.
Et donc pour finir, je dirais que communiquer par les nombres, au regard de la diffusion de plus en plus prégnante des chiffres dans notre société, notamment via le numérique, eh bien, il devient nécessaire de diffuser ces savoirs et développer des littératies, c'est-à-dire des aptitudes statistiques, informationnelles, qui permettent aux citoyens d'interpréter ces chiffres et de prendre sa place dans le débat public. Merci beaucoup Béa, ça nous permet bien de voir qu'effectivement, quel que soit le sujet qu'on traite, il y a toujours intérêt à prendre un pas de recul et à regarder un petit peu ce qu'il se passe, y compris sur des sujets aussi quotidiens mais importants que la communication en période de crise. Merci beaucoup. Merci à vous.